Bien, merci à toutes et à tous. Je ne vais pas pouvoir refaire la même blague qu'il y a 2 ans en vous disant d'attendre de dire ce que je vais dire. Mais ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Ça montre aussi que voilà, ce congrès démarre sur de très bonnes bases et je ne doute pas qu'il pourra continuer ainsi. Je voudrais commencer, en plus de vous remercier vraiment pour ce moment que je pense que je garderai longtemps dans ma mémoire de militante au SNES. Commencer par remercier l'ES3 de Poitiers pour son accueil. Alain, tu disais, voilà, on espère que tout sera réussi. Tout est déjà très réussi par l'accueil extrêmement chaleureux qui nous a été réservé par les camarades du S3 et par l'organisation depuis hier. Merci pour ça et merci pour tout ce qui a été fait bien avant pour que ce congrès se passe de la meilleure façon possible. Alors, pour ouvrir ce congrès, on a quand même une grande nouvelle. Nous n'avons pas de 6e ministre en 2 ans. Puisque, alors j'ai repéré ceux qui disaient « oh ». Nous n'avons pas de 6e ministre en 2 ans, puisque Nicole Belloubet est donc restée à son poste ce week-end. Mais il y a une certitude, l'école est devenue plus que jamais un objet politique. Un objet politique au sens où elle sert toutes les ambitions. Enfin, surtout celle du Premier ministre et de l'ex-ministre de l'Éducation nationale. Gabriel Attal, dont il dit souvent qu'il a emmené l'école à Matignon, qu'il a pris les enjeux éducatifs à bras-le-corps, se sert surtout de l'école pour assouvir une ambition, pour assouvir son ambition et pour construire son identité politique. C'est même la seule boussole qui est la sienne. Et c'est la raison pour laquelle il est en train, méthodiquement, de détruire le service public d'éducation et de détruire l'école publique et de détruire le modèle d'école que nous défendons. Il le fait bien évidemment à travers le choc des savoirs, dont on voit bien, et le SNES et la FSU ont montré très tôt à quel point ce choc des savoirs était un modèle d'école passéiste et conservateur. Et bien, il s'en sert comme tremplin pour flatter un électorat conservateur, pour se projeter dans les prochaines échéances électorales, mais jamais, à aucun moment, il ne pense aux élèves et au personnel que nous sommes. À aucun moment il n'y pense, puisque son premier objectif est bien de trier les élèves, de séparer les élèves en fonction de leur niveau, de leur milieu social, et finalement d'introduire, d'aggraver la situation dans le service public d'éducation. À aucun moment il ne pense au personnel que nous sommes, puisque son objectif est bien de toujours plus atténuer, attaquer notre liberté professionnelle. À aucun moment il ne pense à notre statut, puisque son objectif est bien, avec Stanislas Guerini et Emmanuel Macron, de le détruire. Alors, nous sommes face à cet enjeu d'une école devenue un objet politique, un objet au service de certaines ambitions, où finalement l'école qui se dessine n'est pas celle que nous voulons. Puisque celle que nous voulons, c'est une école publique qui est finalement le trésor de celles et ceux qui n'ont rien. L'école publique, c'est celles et ceux qui permettent à toutes et à tous, notamment aux élèves des milieux populaires, d'acquérir toutes les connaissances qui leur permettront bien évidemment de réussir dans leur vie, mais surtout de devenir les citoyennes et citoyens éclairés de demain. Cette école-là, le gouvernement n'en veut pas. Nous la voulons, nous la défendons et nous continuerons de porter haut et fort cet idéal d'une école publique. Il y a ce qu'ils oublient, mais ce que nous n'oublions pas. Il y a ce qu'ils piétinent, mais ce que nous portons très haut et très fort. Alors oui, dans ce congrès, dès aujourd'hui et tout au long des prochains jours, nous allons réaffirmer la force du projet scolaire de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Accueillir partout, tous les élèves, sans distinction d'aucune sorte. Être ambitieux pour chacune et chacun. Respecter et participer à une véritable liberté de conscience, notamment par la construction de l'esprit critique autour de savoirs scientifiquement validés. Voilà ce que nous portons, voilà ce que nous continuerons de porter face au projet mortifère de l'école qui est porté par ce gouvernement. Et puis, l'école est un objet politique parce qu'en fait le gouvernement, parce qu'en fait le Premier ministre, parce qu'en fait le Président de la République, par ailleurs qui est quasiment le 3e ministre de l'Éducation nationale, si on compte en plus Nicole Belloubet et Gabriel Attal. Mais l'école est aussi un objet politique parce qu'elle est attaquée par d'autres. Elle est la cible de tous les obscurantismes. Elle est la cible de l'extrême droite qui, à travers Parents Vigilants, continue de s'en prendre à nos collègues. Elle est la cible du terrorisme islamiste. On l'a vu avec l'assassinat de Dominique Bernard et Samuel Paty,
auxquels forcément nous pensons en ouvrant ce congrès. Nous pensons à eux parce qu'ils sont morts, ils ont été assassinés d'avoir fait leur métier, alors qu'ils portaient haut et fort, eux aussi, cette ambition d'une école publique, d'une école émancipatrice. Alors oui, l'école est la cible de tous les obscurantismes. Mais au contraire, nous, ce que nous portons, c'est une école émancipatrice. C'est une école qui permet à tous les élèves de s'ouvrir aux autres, d'acquérir tout ce qui leur permettra de grandir, et de grandir ensemble, sans être séparés des autres élèves. Alors, l'école est donc devenue cet objet très particulier pendant ces 2 dernières années, mais il n'y a pas que l'école qui est la cible de ce qui se passe, du projet politique qui est mis en place par ce gouvernement. Plus globalement, on s'aperçoit qu'il s'agit bien de remettre en cause le modèle social qui est le nôtre, un modèle social qui, pour nous, doit être basé sur les services publics, parce que les services publics, c'est bien ce qui fait la force de notre modèle social, c'est ce qui permet à toutes et à tous, et notamment aux plus défavorisés, d'accéder à un certain nombre de services absolument fondamentaux. Mais bien évidemment, nous avons pris conscience que ce projet politique, ce projet pour les services publics, n'est pas celui de la majorité, n'est pas celui d'Emmanuel Macron. En stigmatisant les chômeurs, en stigmatisant les étrangers, en stigmatisant les familles monoparentales, il ne cesse de pointer du doigt des boucs émissaires, fracturant toujours plus notre société, fracturant toujours plus notre modèle social. Alors ce qu'on voit se dessiner, c'est effectivement une société en crise, une société dans laquelle nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons une très lourde responsabilité. La responsabilité de combattre ces projets, mais aussi la responsabilité de proposer des alternatives. La responsabilité de montrer que oui, nous pouvons, nous allons gagner et que nous allons porter d'autres projets que celles et ceux qui nous sont opposés. Alors, pour porter ce projet, pour porter ces projets, pour porter ces alternatives, qu'est-ce que le SNES a fait? Qu'est-ce que le SNES a gagné ces dernières années? Alors, bien évidemment, nous n'avons pas eu la grande victoire. Nous n'avons pas eu la grande victoire qui aurait marqué ces 2 dernières années. Mais nous avons continué à faire notre travail d'organisation syndicale au quotidien, auprès de nos collègues, dans les établissements, dans les CIO, dans leurs opérations de carrière, dans leurs opérations de mutation. Mais face au flot ininterrompu de réformes, de mesures, d'annonces, d'ordres, de contre-ordres, nous avons su, nous aussi, nous mettre en ordre de bataille. Nous avons su, sur les retraites, le pacte, les groupes de niveau, le choc de savoir, fédérer non seulement notre appareil militant, mais fédérer aussi la profession autour de nous. Sur les retraites, nous avons su mettre les collègues dans la rue. Alors bien évidemment, nous n'avons pas pu aller au bout. Il faudra que nous puissions analyser ce qui nous a manqué pour que les collègues puissent nous suivre dans une mobilisation forte et durable. Mais en quelques mois, nous avons mis au cœur du débat politique une question essentielle, celle du partage des richesses. Sur le pacte, nous avons aussi mené une campagne qui, en quelques semaines, en quelques mois, a déjoué tous les pronostics du gouvernement. Oui, nous avons montré que le pacte n'était pas une revalorisation, que le pacte était un piège et que le pacte était d'abord une attaque contre nos statuts. Et aujourd'hui, force est de constater que non, le pacte n'a pas été signé. La seule porte de secours d'un certain nombre de rectrices, de recteurs, voire même de membres des ministères de l'Éducation nationale, c'est de mal lire des statistiques pour nous faire croire que plus de la moitié des collègues auraient signé le pacte. Ils en sont réduits à ça. Nous pouvons donc dire fièrement que nous, oui, nous avons contribué à ce que le pacte soit un échec. Et puis, il y a la campagne en cours sur le choc des savoirs. Oui, nous avons été en mesure, très vite, de produire les analyses, de les diffuser, de fédérer la profession, de la fédérer dans des stages, dans des heures d'information syndicale, mais aussi dans la rue. On se souvienne de l'enchaînement des mobilisations du 1er février et du 6 février, où nous avons largement mobilisé nos collègues du second degré, qu'on voit aujourd'hui encore comment nos campagnes notamment de réunions publiques avec les parents d'élèves sont en train de faire basculer l'opinion des parents d'élèves, qu'on voit encore ce qui se passe dans le 93 avec une mobilisation qui se joue bien évidemment sur la question du plan d'urgence pour ce département, mais aussi sur la question du choc des savoirs. Alors oui, sur les groupes de niveau, nous sommes en train de faire basculer l'opinion publique, nous sommes en train de mettre en difficulté le gouvernement et la ministre, et bien évidemment, l'objectif est clair. À la prochaine rentrée, nous ne trierons pas nos élèves. À la prochaine rentrée, nous n'effectuerons pas de tri entre nos élèves. Petit à petit, nous gagnons donc la bataille des idées.
petit à petit, nous montrons que oui, il existe des alternatives, que nous n'avons pas à nous résigner face aux projets qui nous tombent dessus, parfois à une vitesse très compliquée à gérer. Nous n'avons pas à nous résigner et nous pouvons rassembler la profession. Nous l'avons fait grâce à ce très beau collectif militant qu'est le SNES-FSU. Ce collectif militant dans lequel chacune et chacun d'entre vous et toutes celles et ceux qui ne sont pas aujourd'hui participent parce qu'ils peuvent, parce qu'ils font, à gagner cette bataille des idées, à faire basculer, à faire bouger les lignes. Parce que c'est bien ça que nous avons réussi. Et nous l'avons réussi grâce à ce très beau collectif qui est le SNES-FSU, grâce à tout le travail que font les militantes et les militants. Et forcément, au moment d'aborder le travail que font toutes ces militantes et ces militants, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour celles et ceux qui auraient dû être avec nous aujourd'hui, Didier Janin, Frédéric Lalice et Olivier Lelarge. Alors, ce qui est devant nous, c'est bien évidemment ce congrès, mais c'est tous les défis que nous allons devoir relever. Le défi, c'est bien évidemment d'envoyer un message très clair à nos collègues mobilisés, un message très clair au gouvernement, à la ministre de l'Éducation nationale. Nous ne trierons pas nos élèves à la prochaine rentrée et la mobilisation ne s'arrêtera pas au 19 mars. Elle continuera pour gagner et l'année revendicative ne se terminera pas demain. Il y aura des rebonds, il y aura des suites pour enfin que nous puissions faire avancer et faire gagner notre projet d'école. Et pour gagner, forcément, nous regardons ce qui se passe du côté du 93. Une mobilisation exemplaire qui rassemble les collègues. Une mobilisation exemplaire pour laquelle nous proposons de voter une motion de soutien qu'on fera après ce discours avec les camarades du 93. Là, elle est exemplaire. Le 1, bonjour et bienvenue. Et oui, bonjour et bienvenue. Hey. Alors, je sais pas. On va laisser la parole à Sophie, s'il vous plaît. Donc, la mobilisation du 93 est exemplaire parce qu'elle rassemble une grande majorité de collègues, parce qu'elle fédère aussi au-delà des personnels, en rassemblant également les parents d'élèves. Elle est exemplaire également par sa construction. Un plan d'action construit, réfléchi avec les collègues et qui s'ancre dans la durée avec différentes étapes diversifiées. Alors oui, ici, non seulement nous le disons très fort et très haut, et nous allons le dire à travers cette motion, nous le dirons tout au long de ce congrès, oui, le 93 va gagner, et oui, nous allons gagner pour l'école publique. Les défis sont nombreux. Nous le voyons tapis dans l'ombre, le Rassemblement national profite du contexte, profite de la politique antisociale qui est menée par Emmanuel Macron, profite du désespoir social et de la désespérance qui arrive quand plus personne n'est écouté, quand la crise démocratique s'aggrave. À coups de 49.3, à coups de décrets, à coups d'arrêtés, comme par exemple ceux sur le choc de savoir, qui sont passés contre l'avis des professionnels. Finalement, c'est bien l'avenir de notre démocratie qui est en jeu. Quelle crédibilité accorder à la parole politique? Cette question-là, de plus en plus de collègues se la posent, de plus en plus de citoyennes et de citoyens se la posent. Ce qui est devant nous, c'est une crise démocratique d'une ampleur inégalée, une crise démocratique dont nous
sur laquelle nous voyons le gouffre approcher en 2027. Alors oui, cette période-là, ces perspectives peuvent être sombres. Peuvent être sombres à l'heure où l'humanité vacille, où elle peut vaciller en France et elle peut vaciller parfois aux quatre coins de l'étranger. Mais plus que jamais, nous avons la responsabilité de porter cet espoir, la responsabilité de porter ces alternatives, la responsabilité de dire que oui, nous allons batailler et que oui, nous allons porter notre projet pour montrer que l'inéluctable n'est pas ici, que l'inéluctable n'est pas cette perspective extrêmement sombre de 2027. Alors pour cela, il nous faudra renouveler le syndicalisme, il nous faudra renouveler certaines de nos pratiques, car dans la crise démocratique que nous vivons, plus que jamais, le syndicalisme doit rester une boussole. Il doit rester une boussole pour nos collègues, parce que nous sommes en mesure de diffuser des idées, parce que nous sommes en mesure de mener les mobilisations. Il doit être cette boussole dans la crise démocratique que nous vivons, parce que nous sommes celles et ceux qui portons la voix des personnels. Nous devons renouveler le syndicalisme, c'est un impératif dans la crise démocratique. Nous devons le renforcer sur les bases qui sont les siennes, mais nous devons aussi prendre en compte le contexte avec des adversaires qui ont changé, des adversaires qui n'ont plus la même vision de la fonction publique, la même vision du bien public, la même vision de ce qu'est la politique. Nous avons montré ces derniers mois que nous étions capables de construire le rapport de force partout. Nous sommes capables de construire le rapport de force dans la rue, nous sommes capables de le construire dans les établissements, mais nous sommes aussi capables d'aller gagner la bataille de l'opinion publique, en gagnant le rapport de force également dans la bataille des idées, dans la bataille de la communication. C'est comme ça que nous gagnerons, en gagnant tous les rapports de force, en instaurant tous les rapports de force dans les collèges, les lycées, dans l'opinion publique, et en montrant et en renversant les projets qui sont face à nous. Alors oui, nous avons fait bouger les lignes. Nous avons fait bouger les lignes sur le pacte, sur les groupes de niveau. Le retour de bâton est parfois violent, mais cela montre que nous sommes dans le vrai, et surtout que nous sommes forts. Pour que Gabriel Attal en soit réduit à lancer une grande offensive médiatique la semaine dernière pour assurer que si, il y aura des groupes de niveau, c'est qu'il a dû non seulement se sentir un peu vexé et contrarié par tout ce que nous avions fait, mais aussi parce qu'il a senti que nous étions à un point de bascule. Nous l'avons souvent dit, nous sommes à un point de bascule pour l'école publique, un point de bascule pour les statuts, un point de bascule pour les personnels que nous sommes, un point de bascule pour le syndicalisme. Mais au moment où nous avons jeté la pierre en l'air, pouvons-nous dire que nous ne faisons pas un pari ? Nous savons que la pièce va retomber du bon côté, puisque nous sommes capables, nous, le SNES-FSU, avec la FSU, avec le collectif que nous formons, de construire les mobilisations et de montrer que oui, une autre école est possible, l'école que nous défendons. Ce n'est pas un pari, c'est une certitude que nous allons faire grandir et que nous allons faire gagner. Alors oui, tout ceci est dur, parfois épuisant, mais cette aventure est aussi formidablement revigorante, stimulante, parce que nous la faisons ensemble, de la même manière que nous allons faire ce congrès ensemble. Oui, il y aura des débats, oui, il y aura des accords, oui, il y aura des désaccords, mais c'est ce qui fait le cœur et la vie de notre organisation syndicale. Pouvoir débattre, pouvoir construire, dans le respect des uns et des autres, avec un seul objectif, gagner. Très bon congrès à toutes et à tous. Tu peux l'approcher ? Sinon, ça va.